mes enzymes ne savent pas fonctionner si je n'ai pas suffisamment de protéines. Ça fait que je vais manger les choses, mais je vais mal les décomposer et mal les réutiliser. Si je métabolise mal, donc je casse mal par exemple mes protéines, je vais avoir une tendance à gonfler. Et si j'ai pas de protéines, je métabolise mal, donc je peux pas perdre de poids. Tu sais qu'autour de chaque muscle, tu as des nerfs qui permettent une bonne contraction musculaire, mais après qui permettent une bonne mobilité digestive. Et donc si je fibrile au niveau des nerfs, donc j'ai une moins bonne contraction, et du coup mes organes fonctionnent moins et je stocke plus. Si tu manges une carotte sans sauce, si tu n'amènes pas de la graisse au cours de ton même repas que ta carotte, en croquant juste ta carotte comme un lapin, là, eh ben, tu vas rien profiter de ce super antioxydant. On ne mange jamais de dessert ou de sucre à la fin d'un repas, normalement, ça fait fermenter, ça ralentit tout le métabolisme. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir l'alimentation pour rester mince et rester jeune, même après 40 ans. Et notre invité c'est Kevin Lamberger, qui est expert nutrition fonctionnelle, spécialisé dans l'alimentation santé. Il est formateur, il est auteur, conférencier, et il vulgarise les liens entre ce que nous mangeons, notre santé hormonale, notre énergie, et nous allons découvrir vraiment des pépites sur la beauté et la minceur par l'alimentation. Kevin, je suis ravie de t'avoir de nouveau sur la chaîne, c'est un plaisir. Plaisir partagé, tu le sais, hein. Oui. Alors, je te propose de commencer directement dans le vif du sujet. Quelle est l'importance des protéines pour la vitalité et la perte de poids? Alors, tu sais, comme d'habitude, je réponds jamais en premier à la question posée. Et donc, déjà, l'importance des protéines est primordiale. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois, mais on peut se le refaire, ce petit schéma, dans une alimentation idéale, dans une assiette. On aime bien couper cette assiette en 3. On dit à peu près 50% de glucides, mais dans ces glucides, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des bons glucides et des moins intéressants, disons, avec l'indice glycémique. On dit qu'il faut 30 à 35% de lipides au cours d'un repas et 10 à 15% de protéines. Alors ça paraît peu, la protéine comme ça, dit comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont malgré tout carencés. Parce que si on remet ça en termes de quantité, en fait, ça revient en termes de protéines par rapport à nos besoins journaliers à peu près à 1 gramme par kilo de poids. Donc si tu fais 60 kilos, tu as besoin de 60 grammes de protéines. Mais toi comme moi, si je te dis est-ce que tu manges 60 grammes de protéines par jour, bah, c'est pas facile à quantifier parce que 60 grammes de protéines, c'est pas 60 grammes d'œufs ou 60 grammes de viande ou 60 grammes de pois chiches. Dans ces aliments-là, il y a des protéines, mais pas que. Et donc, il est difficile de quantifier si on en est carencé ou non, et si on a des besoins ou non. Alors, on va essayer de déceler ça, je pense, au cours de notre partage. Et il y a des qualités de protéines, on verra un petit peu tout à l'heure aussi. Du coup, comme je le fais à chaque fois, je te fais reformuler ta question, redis-moi voir, pour que je réponde vraiment à la question. L'idée, c'est de connaître l'importance des protéines pour la vitalité et pour la perte de poids. Parce que souvent, on est en carence. Qu'on soit sédentaire ou qu'on fasse du sport, bien souvent, il y a des carences de protéines. C'est ça. Donc, il faut savoir que les protéines, on en a besoin partout. On en a besoin pour, en premier, répondre tout de suite à la question, cette fois, on dit pour le métabolisme. Je ne sais pas métaboliser, mes enzymes ne savent pas fonctionner si je n'ai pas suffisamment de protéines. Et du coup, ça fait que je vais manger les choses, mais je vais mal les décomposer et mal les réutiliser. Et du coup, mes cellules vont moins bien fonctionner et moins faire leur travail. Et donc, notamment, si je métabolise mal, si je catabolise mal, on dit, donc je casse mal, par exemple, mes protéines, et ben, du coup, je vais avoir une forme de tendance à gonfler et avoir du mal à utiliser ces choses-là qui peuvent être évacuées et du coup non utilisées en plus. Donc, on a presque mangé pour rien, si je puis dire. Ah ouais, donc on a dépensé de l'énergie à la digestion pour rien. Voilà, quand on dit pour rien, pour pas grand-chose en tout cas, parce que si j'ai mal cassé ces protéines en acides aminés, ces acides aminés, j'en ai besoin pour construire, déconstruire. Les protéines, on en a besoin pour des enzymes, on en a besoin pour nos récepteurs, on en a besoin pour nos hormones, on en a besoin pour reconnaître le soi et le non-soi dans l'immunité, par exemple pour me défendre au niveau immunitaire. J'en ai besoin en tant que transporteur de molécules, j'en ai besoin en tant qu'enzyme. Donc rien que tout ça, je m'arrête là, mais si tout peut déconner en fait si tu es carencé en prot. Tu peux avoir des problèmes hormonaux, c'est très observable chez les... J'ai déjà parlé la dernière fois, ils vont vraiment croire que j'ai quelque chose contre eux, alors que pas du tout. Mais les véganes, souvent, il y a beaucoup de problèmes hormonaux. La philosophie, on peut discuter des heures, etc. Mais les problèmes hormonaux sont souvent dus à un problème de protéines, en quantité de protéines.
Il y en a dans les végétaux, mais c'est un vrai casse-tête et un calcul à faire pour ne pas en manquer. Donc, la réponse simple, c'est si j'ai pas de protéines, je métabolise mal, donc je peux pas perdre de poids. Et inversement, si j'ai un super métabolisme, tu as déjà entendu, on brûle tout, quoi, naturellement, parce que j'ai les bonnes hormones, le bon métabolisme, les bonnes enzymes. Sur les protéines, c'est quoi est-ce que toutes les sources de protéines se valent en termes d'absorption, de satiété? Alors déjà, il faut savoir que l'importance, c'est d'essayer de connaître les 8 acides aminés essentiels. Puisque quand on dit protéines, dedans, tu as des acides aminés, tu en as 22. Les acides aminés, c'est quand tu as ta grande protéine avec plein d'acides aminés bout à bout, bah, ça te fait une protéine qui a un rôle. Par exemple, la protéine enzymatique pour digérer quelque chose, ou la protéine pour fabriquer tes anticorps de ton système immunitaire, etc. Et donc, ça fait d'acides aminés. Il y en a 22. Mais dans les 22, il y en a 8 qu'on ne sait pas fabriquer. C'est-à-dire qu'on doit forcément les apporter par l'alimentation. Donc, avant même de parler de qualité des protéines, il est important de connaître les protéines qui contiennent les 8 acides aminés essentiels. Donc, en Occident, on ne se prend pas la tête, parce que si on mange varié, en fait, on les aura. Par exemple, il y en a 4 que tu trouves dans l'haricot vert, il y en a 4 autres que tu trouves dans le maïs. C'est 2 exemples, hein. Mais si tu manges du haricot vert et du maïs dans la même journée, bah, je suis bien. Mais tu as quelques aliments qui les contiennent tous, comme l'aliment parfait qui contient tout et dans les quantités adéquates, c'est l'œuf, par exemple. Donc l'œuf, il y a les 8 acides aminés essentiels dans les quantités idéales. Dans un gros œuf, hein. C'est un œuf de 90 grammes ou 2 petits œufs ou un gros œuf. Mais tu as d'autres aliments qui les contiennent tous, mais pas dans les proportions idéales, comme le quinoa, comme le pollen, etc. Donc, en tout cas, si on mange varié, des produits animaux ou végétaux, j'aurai mes 8 acides aminés. Mais ça, c'est une question importante au niveau santé, je dirais. Après, en termes de qualité, la protéine, c'est une excellente question et elle est complexe à répondre dans le sens où, eh bien, la qualité dépend de plein de facteurs, de la source de l'aliment initial, mais aussi de sa transformation. C'est-à-dire que, par exemple, étonnamment, bah, la viande rouge, si je veux bénéficier de son fer, bah, vaut mieux que je la mange plutôt crue, mais si je veux mieux digérer sa protéine, bah, la chaleur va casser les molécules en polypeptides, puis même en acides aminés avec mon insalivation, mon estomac, etc. Et donc, il vaut mieux prendre de la viande cuite si je veux une qualité de protéines au niveau digeste, voilà, cette fois. Par contre, si je veux augmenter mon taux de fer, tu vois, bah, vaudrait mieux la manger crue. Là. Tu vois, ça dépend vraiment de ce Des qu'on souhaite. tartares, quoi. Voilà, par exemple, c'est ça. J'ai une Donc là, question par rapport aux œufs. On dit qu'il ne faut pas manger des œufs tous les jours, parce que ouais. ça voudrait dire qu'on ne mangerait pas varié, c'est ça? Voilà, donc tu connais ma philosophie, moi, il n'y a aucun aliment qu'on devrait manger tous les jours non-stop toute l'année. C'est-à-dire qu'il faut varier, sinon il y a une adaptation enzymatique du corps. Et le jour où tu n'amènes pas ton aliment phare que tu adores, eh ben, ton corps va être paumé et il va se carencer 10 fois plus vite en fait. Et il va te pousser à le reprendre et c'est un cercle vicieux. Donc c'est quand même bien de varier, même s'il y a des aliments, on en parlera tout à l'heure, indispensables. Et l'œuf, ça vient de pensées ancestrales d'époque où justement il y a tellement peu de choix qu'ils en mangeaient trop. Mais pour choper une jaunisse avec un œuf, il faut en manger 5 par jour pendant 3 semaines, quoi. Donc, tu sais que le Français moyen, sans s'en rendre compte, il mange environ 7 à 10 œufs par semaine, puisqu'il y en a partout, dans les produits transformés, dans la mayo, dans les biscuits, dans les cakes, etc. Et en fait, on en mange quasiment tous un par jour sans s'en rendre compte. Quand on achète des choses un peu toutes prêtes, hein, bien sûr. Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes sont allergiques aux œufs? Alors ça, souvent, hein, pareil, je réponds rapidement, c'est souvent plutôt une allergie à l'albumine, quand même, qui est contenue dans l'œuf. On aime bien manger un blanc bien cuit et un jaune plutôt cru. Donc, il y a de la lutéine, un antioxydant génial dans le jaune d'œuf, mais c'est vrai que sa protéine d'albumine, il vaut mieux la cuire, qui est principalement dans le blanc. Donc ça veut dire que les personnes qui sont allergiques, que ce soit cuit ou cru, elles seront allergiques. Bah, quand on dit allergique, il faudrait voir déjà si c'est une allergie ou une intolérance. Et Ah, puis, ouais. au moment, si je cuis l'albumine, elle devient sa molécule, elle se casse. L'albumine, c'est une protéine, donc elle est constituée d'acides aminés.
mais la cuisson, on va la casser, la précasser déjà un petit peu, et du coup, elle va être plus digeste. Donc, il faudrait que les gens qui disent ça, il faudrait qu'ils testent quand même bien, avec un blanc bien cuit pour voir si ça passe ou pas. D'accord. Et parlons du soja, parce que le soja, il y a des bons sojas, apparemment des mauvais. Est-ce que c'est un ami, un ennemi pour les femmes, enfin pour même les hommes aussi? Mhm. Eh bien, en fait, comme d'habitude, pareil, il n'y aura jamais d'amis ni d'ennemis. Ça va dépendre pour qui. C'est-à-dire qu'au quotidien, moi, je donne mes réponses, les miennes par rapport à un échantillonnage de personnes, on va dire, courantes. On est tous différents. Et pour répondre à cette question, on devrait aussi recouper avec l'ethnie de base. C'est-à-dire qu'un asiatique va mieux supporter et n'aura pas de contraintes, ou beaucoup moins qu'un occidental, avec le soja, parce qu'il y est habitué de plusieurs générations. Alors que nous, c'est quand même un aliment assez nouveau au niveau des mutations génétiques que nos parents nous ont transmis. En tout cas, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de gènes asiatiques. En tout cas, ça ne se voit pas. Hein. Moi non plus, pas trop. Inversement, l'alcool, chez un asiatique, il le digère beaucoup moins bien. C'est pas dans leur culture, et il faut des générations, et ils le supportent moins bien, et tout ça s'explique physiologiquement. Et donc, quand même, gardons-le toujours en tête, ça, avant de répondre à une question, parce que c'est important. Après, dans nous, l'intérêt pour un occidental, en tout cas, c'est quoi? C'est qu'on est malheureusement trop habitué aux hormones de synthèse avec la pilule depuis quand même quelques générations maintenant, et que quand ou voilà, des hormones diverses, autres que la pilule, hein, au niveau du stérilet hormonal ou d'autres, hein, etc. Eh bien, c'est-à-dire qu'entre la vie courante normale et la périménopause, on dit, ça c'est autour de la ménopause, un peu avant, un peu après, eh bien, on a besoin souvent, en tant que femme, de t'accompagner parce que nos œstrogènes vont chuter, et notamment ce soja a dans ses molécules, dans certaines isoflavones, comme la génistéine et daïdzéine, qui sont des antioxydants majeurs, excellents à la santé d'ailleurs, protecteurs vasculaires, tout ce que tu veux, mais aussi qui ont une action œstrogène-like, qui imite l'action de tes œstrogènes. Et donc, au lieu d'avoir une chute comme ça à la préménopause, eh bien, du coup, si je prends des hormones, eh ben, la courbe, elle va être moins violente plutôt que de chuter. Et du coup, on va essayer d'imiter l'action de ces œstrogènes pour mieux supporter la périménopause. Et du coup, moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille quand il y a des problèmes de cycle et des grosses douleurs ou autour de la ménopause, justement. Donc, tu conseilles du soja? Voilà, dans ces moments-là. Par contre, au quotidien, par exemple, toi, Wendy, si tu vas très bien, plutôt, eh ben moi, je te déconseille parce que tu n'en as pas besoin physiologiquement. C'est vraiment en accompagnement ou considérer que c'est un aliment comme un autre. Si tu en manges une fois par semaine, comme si tu mangeais une viande, un pois chiche, bah, je te dirais vas-y, oui, fonce, ça ne gêne pas. Mais le bénéfice-risque n'est pas si important. Et la qualité, pour te répondre, en fait, la qualité avec les antioxydants de dingue, et là, on a plus un bénéfice qu'un risque, c'est de les prendre fermentés. Donc, c'est la sauce soja fermentée, c'est Le tamari? voilà, Non. voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est excellent à la santé pour le coup. Puisque pour finir, après, je te laisse, trop d'œstrogènes, ça prédispose à des cancers hormonaux, de l'utérus, du sein, etc. Donc on n'aime pas donner ça au quotidien à une femme. C'est pour ça que c'est plutôt, moi, c'est un grand non au quotidien pour la femme, de remplacer, parce que c'est très riche en protéines, on est d'accord, de remplacer cet aliment-là par d'autres sources protéiques, parce qu'on a peur d'être carencé. Je suggérerais plutôt de s'efforcer à savoir où on trouve des protéines ailleurs, plutôt que de ne manger que ça à la place de la viande, du poisson ou de l'œuf, par exemple. Parce qu'en fait, je me suis beaucoup renseignée, parce que j'en mangeais, moi, 2-3 fois par semaine à un moment donné. Et ça m'allait très bien, parce que c'est très digeste. Mais tu sais, ce qui fait penser à la viande, les petits trucs comme ça que tu cuis et que tu peux mélanger avec de la sauce et tu peux te faire des super plats avec ça. On m'a dit, mais surtout à bannir, mets-le à la poubelle. Et ça m'a choquée, parce que j'en mangeais quand même au moins 2 fois par semaine, quoi. Bah, c'est ultra transformé, c'est-à-dire que dedans, tu n'as plus que ces inconvénients. Tu as les protéines et ces inconvénients, mais tu n'as plus ce qui pourrait compenser ces inconvénients, comme bah, les isoflavones, les antioxydants, etc. C'est trop transformé, en fait. Voilà. D'accord. C'est vrai que même dans les magasins bio, il faut faire gaffe parce qu'il y a des étiquettes à rallonge et il y a des sojas
grillé au, comment ça s'appelle, fumé, au sésame. Là, il y a des espèces de tofu comme ça Oui, en carré, évidemment emballé dans du plastique, oui, sinon ce serait pas drôle. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Ouais. donc Ok. non, vraiment, la réponse est simple, c'est que c'est trop transformé et on a perdu les qualités de ce qui nous intéresse dans le soja, justement. Ok. Et pour les hommes, parce que j'ai entendu dire que les hommes qui mangeaient trop de soja, parce qu'il y a des hommes véganes par exemple, il y avait comme une poitrine qui poussait, enfin, Bah, pas littéralement, mais un petit peu plus de graisse autour du corps, quoi. tu as tout compris là. Du coup, oui, on a action pro-hormonale. Donc les androgènes, donc la testostérone va se rééquilibrer avec les faux œstrogènes qu'il va consommer. Et du coup, c'est un homme qui va prendre de la poitrine, c'est ça. Et des hanches. euh, alors que l'homme, les androgènes, il aura une tendance naturelle à prendre au niveau du ventre, justement. Mm. Et donc, oui, c'est pas, ça démontre bien qu'il y a une action sur les hormones du corps, quoi. Ouais, c'est Et dingue. je réponds tout de suite, parce qu'à la question qui va avec, il y a des dames qui disent, mais alors du coup, c'est super, est-ce que ça va m'aider à prendre de la poitrine? Eh ben, en soi, si on veut en rire, oui, mais on va pas prendre deux tailles, hein. Ça va aider un petit peu, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas normal du coup. Le bénéfice-risque n'est pas intéressant. Prendre une poitrine de manière naturelle, n'allez pas dans ce délire-là, quoi. Pour prendre une poitrine de manière naturelle, il y a les bains dérivatifs de Franz Guillain. Quand Mhm. on a eu une adolescence où on était un peu trop maigre, en fait, les femmes, même 30, 40 ans, quand elles se mettent à faire des bains dérivatifs, parce que j'ai beaucoup de mon auditoire qui m'a dit qu'elles avaient pris une taille de poitrine en faisant les bains dérivatifs parce que ça remanage les graisses, ça le remet au bon endroit. C'est Mhm. fabuleux. C'est ça, oui. Là, c'est toute une histoire. Celles qui veulent aller plus loin, entre les graisses brunes et les graisses blanches, en Oui. fait, voilà, ouais, ça crée un métabolisme voilà, de drainage qui permet de se rééquilibrer à ce niveau-là. Tout à fait. Et par rapport aux lipides, est-ce qu'on peut vraiment mincir en mangeant plus de lipides? Alors, complètement. Donc ça embête l'occidental parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, hein. Donc, le gras, ça fait grossir, c'est faux. Au contraire, en fait, le gras, il est partout, et surtout encore plus à notre époque, dans le sens où toutes vos fonctions déjà, rien que cellulaires et nerveuses, en ont besoin. Donc, pour un bon cerveau, des bons nerfs, être détendu. Tu sais qu'autour de chaque muscle, tu as des nerfs qui permettent une bonne contraction musculaire, mais après qui permettent une bonne mobilité digestive. Et donc, si je fibrille au niveau des nerfs, donc j'ai une moins bonne contraction, et du coup, mes organes fonctionnent moins et je stocke plus. Et donc, mes nerfs, dans la gaine de myéline, on a vraiment besoin de beaucoup d'acides gras et des bons acides gras. Ce qui fait peur, c'est qu'on a toujours appris que le gras, ça fait plus de calories. C'est vrai que pour 1 gramme de lipides, ça fait 9 kilocalories, alors qu'un gramme de glucides et 1 gramme de protéines, ça en fait que 4. Mais il faut arrêter de penser en calories, il faut penser en qualité et en besoin. Et en fait, du coup, le gras va même faire mincir. Donc, les bons gras, les acides gras oméga 3, EPA, DHA, par exemple. Oméga 3, tu sais, alors, le lin, le chanvre, la cameline, la noix, le colza, chia. Le PADHA, c'est sa qualité supérieure. Et si on fait un lien avec ce qu'on a appris tout à l'heure, par exemple, l'oméga 3 que tu manges, de la noix, par exemple, eh bien, elle doit se transformer en EPA-DHA dans ton organisme. Mais pour ça, elle a besoin d'une enzyme, donc d'une protéine, la delta 6 désaturase, par exemple, et on en a besoin pour le transformer. Donc, tu vois, par exemple, si je mange des bons gras, mais que je suis carencé en protéines, eh ben, je ne vais même pas bénéficier de mon bon gras, en gros. Mon corps ne va pas savoir l'utiliser, je ne vais rien en faire. Donc, j'achète de l'huile de noix, des noix, du lin, tout ce qu'il faut, mais si je ne mange pas assez de prot, eh ben, j'en fais rien. Et donc, c'est là où des fois la facilité, c'est de prendre des EPA, DHA qui viennent des poissons gras, qui eux sont déjà la forme fonctionnelle de nos besoins dans les petits poissons. Sardines, maquereaux, harengs, truites, anchois, le flétan, euh, la, le foie de morue. Voilà. Et en fait, en période de minceur, quand les femmes, elles détoxinent et quand elles mincissent, si elles mangent pas du tout de gras, elles vont garder leur vieux gras, que quand on donne du gras de bonne qualité, en fait, le corps accepte de décharger le vieux gras pour
pour intégrer du bon gras et vraiment faire éliminer la graisse aussi. Donc, c'est important quand on est en période, même s'il ne faut pas faire de régime restrictif, mais c'est important pour une personne qui veut mincir de manger du gras, quoi. Complètement. Et ce que tu viens de dire là est juste. On peut donner 2 exemples. Le premier, c'est que si tu amènes des bons gras, le corps sait ce dont il a besoin. En fait, tout ce qui est saturé, il sait le fabriquer. Si demain, je ne mangerai plus jamais de graisse saturée, donc plus jamais de margarine, d'huile de palme ou quoi, mon foie sait le fabriquer. Donc ce n'est pas un besoin d'amener toutes ces cochonneries de graisse qui durcissent à température ambiante. C'est pour le plaisir. Si de temps en temps, un coup de beurre, un coup d'huile de coco ou quoi, on peut pour son plaisir. Les fans d'huile de coco, ne dites pas que je dis des bêtises, c'est une graisse saturée. Sa graisse, elle est nulle. Par contre, il y a des antioxydants géniaux dedans, et c'est pour ça qu'on peut en manger. Voilà, c'est comme le beurre. Il y a des antioxydants, des nutriments, mais exceptionnels, on peut en manger. Mais pas pour son gras. Ces gras ne sont pas intéressants dans le beurre ni dans le coco. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais aliments, bien au contraire. Déjà, quand on remplace les mauvaises graisses par les bonnes graisses, comme tu l'as dit, et après, ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, les graisses blanches, en s'activant avec des bons gras, on va les transformer en graisses brunes qui vont se brûler presque naturellement et qui fait qu'on va perdre de la ceinture, des fesses ou autre. Et deuxième exemple, le bêta-carotène pour l'été, pour avoir une belle peau, mais aussi pour du coup profiter des acides gras. Si tu manges une carotte sans sauce, le bêta-carotène qui est dedans, il est liposoluble. Si tu n'amènes pas de la graisse au cours de ton même repas que ta carotte, en croquant juste ta carotte comme un lapin, là, tu ne vas rien profiter de ce super antioxydant. Donc, il y a des vitamines qui sont liposolubles, les DK, D-E-K-A, et il faut absolument apporter des graisses en même temps. Quand tu manges du chou, des carottes, etc. Donc, avec des légumes, de manière générale, c'est bien d'avoir un peu de graisse, même si c'est si des noix, des choses comme ça. Voilà, soit sous forme de graines ou d'huile, et en petite quantité, mais toujours un petit peu. Voilà. Voilà, d'accord. Même dans une mayo, une sauce. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du jeûne intermittent chez les femmes? Est-ce que c'est toujours une bonne idée pour les femmes? Parce qu'il y a des personnes à qui ça convient et d'autres à qui ça convient pas. Sans parler d'après 40 ans, le corps change. Alors, le jeûne, c'est pareil, ça ne devrait pas être un débat. Moi, par exemple, j'aime pas jeûner une semaine. Je vais devenir embêtant, agressif, insupportable, etc. Mais par contre, on est dans un pays et dans une philosophie d'abondance maintenant. On a du mal. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti la vraie faim, d'avoir trop faim, mais vraiment avec cette envie, cette salive là, avec un plaisir gustatif de dingue, parce que tu n'as pas mangé depuis un petit moment, tu vas peut-être me dire oui, mais on l'a de moins en moins, cette sensation-là. On mange par convention, par habitude, parce que ça gargouille un peu et puis que c'est social. Mais du coup, on devrait tous jeûner de temps en temps quand on se sent à peine plus lourd que d'habitude. Quand on se dit, oh, j'ai pas trop faim, là, mais mon mari ou ma femme, elle a faim, bon, je l'accompagne. Non, ça ne devrait pas. Et de temps en temps, sauter des repas ou se ritualiser, tiens, je mange jamais les jeudis soirs, ou je mange pas pendant une journée toutes les 2 semaines, ou quoi. On devrait tous le faire, parce qu'en mettant en repos notre système, nos cellules, elles s'auto-régénèrent, se drainent, se nettoient, se détoxent, comme on dit. Et du coup, après, elles vont mieux refonctionner aussi pour avoir rapport aux besoins, d'amincissement par exemple, ou autre. Donc on devrait tous expérimenter ça. Tous. Et à son rythme. Et il y a des personnes qui... Est-ce que c'est mieux le matin ou le soir de jeûner, ou est-ce que c'est égal? Parce qu'il y a des débats là-dessus aussi. Alors en fait, c'est très simple. Il y a une réponse physiologique. Là, je n'ai pas la science infuse, mais elle est physiologique. C'est-à-dire qu'on dit que le matin, grâce au phénomène de néoglycogénèse, ça c'est un fait, c'est-à-dire que tu as une réserve de sucre dans ton foie et dans tes muscles pendant à peu près 7 à 10 heures. Donc, une fois que j'ai plus de sucre dans mon foie et dans mes muscles, du coup, tu vois, au bout de 7 à 10 heures, c'est le matin. J'ai dormi, j'ai pas mangé normalement. Même si j'ai mangé à 20 heures, si tu fais le calcul, là, j'ai mes 10 heures à peu près. Si je redéjeune à 8 heures le matin, là, on dit que je suis en néoglycogénèse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je produis un effort, j'ai plus de sucre en réserve, ni dans mon foie, ni dans mes muscles, et je dois aller chercher dans mes graisses ou mes protéines, on commence toujours par les graisses, pour aller transformer ces graisses en sucre pour utiliser mon énergie qui est uniquement le glucose. Je ne sais utiliser que le glucose pour avoir de l'énergie et pas tomber.
Donc là, c'est trop bien. Le matin, c'est 10 fois plus facile d'aller chercher directement dans ces graisses. Quand on est feignant comme moi le matin à se lever, aller courir, et bien du coup, on dit que se lever et faire une activité physique le matin pour aller chercher ces graisses, il faut que 15 à 20 minutes, alors qu'il faudrait l'équivalent de la même activité, mais produite 1 h 30 l'après-midi. Donc c'est plus une histoire de fainéantise. Si je veux pas trop en faire, c'est 15-20 minutes le matin. Pour un équivalent de, par exemple, si je veux mincir dans l'après-midi, il faut commencer à 16 h pour attaquer ces graisses à 17 h 30. Quoi. Voilà. Tu sais, j'ai expérimenté beaucoup de choses avec le jeûne, donc sans parler des jeûnes d'une semaine et tout ça, évidemment, on sait que c'est bien de le faire au moins 1 à 2 fois par an, enfin, ça dépend des gens. Ou alors, ceux qui ont envie d'expérimenter ça. Mais le jeûne, j'ai essayé, moi pendant 3 ans, je mangeais pas le matin. Et j'étais au top du top, enfin vraiment. Mais des fois, je ne savais pas si je fonctionnais sur le stress, vraiment, parce que quand on ne mange pas, moi, je suis très productive le matin quand je ne mange pas. Et après, on me dit oui, mais le matin, c'est le repas le plus important, c'est là où tu vas avoir l'acide aminé, la tyrosine. Et comme j'avais la gêne impatiente le soir, je me suis dit, bon, allez, je me remets à manger le matin. Au début, ça a été dur de manger le matin. Et je me dis, tiens, peut-être je peux ne pas manger le soir. Mais moi, ne pas manger le soir, c'est impossible parce que je n'aime pas dormir le ventre vide. Donc, du coup, je suis restée quelques mois à faire 3 repas. Bon, ça n'a pas changé ma silhouette pour autant, parce que le corps s'ajuste tout seul. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, la tyrosine, du coup, le matin, je ne l'avais pas parce que je ne pouvais pas manger de protéines. Et apparemment, ça prépare la nuit. Mais alors, déjà, là, tu vois, là, physiologiquement, pour les graisses, quand même, la réponse que je viens de t'apporter, elle est juste, et tout le monde, tous les scientifiques le confirmeront. Néanmoins, tu nous énonces un paramètre important, on est tous différents. Et ça, c'est bien de le rappeler, on ne peut jamais assez le rappeler. Le corps, ce qui est bien, c'est que personne n'arrivera jamais, même l'IA, à en faire quelque chose d'unique. Et par exemple, toi, si tu n'aimes pas manger le matin et que tu adores faire un bon repas le soir, eh bien, il faut que tu fasses ça. Et moi, inversement, si je ne déjeune pas le matin, je fais rien. Alors là, je parle à personne, je fais la gueule, il faut que je mange le matin. Mais je pourrais sauter le repas du soir. Et ben, c'est parce que nos corps sont faits différemment. Et pourquoi? Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est induit par nos parents? Des habitudes? On n'en sait rien, puis on s'en fout. Mais celui qui dit qu'il ne faut pas trop manger le soir, mais c'est n'importe quoi s'il ne mange pas les repas d'avant. Moi, j'en connais, ils font qu'un repas par jour. J'ai fait longtemps un repas par jour, mais 2, ça me convient mieux. Voilà, voilà, c'est ça. Et en fait, quand c'est que tu as vraiment faim et que tu sens que si tu ne manges pas, tu as l'impression que tu fonctionnes au ralenti et que tes cellules ne sont pas heureuses ou quoi. Oui. C'est ça la vraie réponse. Et il y a des jours, tu as envie de manger 3 fois, même 4 fois en grignotant, puis il y a des jours que tu ne veux pas manger. Voilà. C'est ça la vraie réponse. Voilà. Et c'est ça, moi, tout mon travail repose quand la chaîne YouTube, j'interviewe autant de personnes, c'est parce que j'ai envie que les personnes arrivent à découvrir comment elles fonctionnent elles-mêmes. Et c'est en faisant des tests sur soi. Moi, des fois, je mangeais peu le soir, moi, ça me convient pas parce qu'après, je vais me relever la nuit à 4 heures, j'ai faim. Et manger après son repas ou en pleine nuit, c'est pas bon parce qu'après, on se réveille bouffi. Donc, je préfère manger bien le soir et pas me réveiller la nuit et bien dormir. Mais faut tester sur vous, c'est ça le truc. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à la question qu'on pose souvent, est-ce qu'il vaut mieux manger 3 repas ou 3 bons repas ou manger peu mais un peu tout le temps? Et ben ça c'est pareil, ça dépend. Parce que si on pense en physiologie, le fait de manger rien qu'une cacahuète, eh bien ça réenclenche tout le système digestif de haut en bas. Donc pour moi, ma philosophie, c'est dommage, quand tu manges, autant manger, parce que tu manges un petit pois ou une choucroute, de toute façon tu réactives tout. Donc tu vas fatiguer tes enzymes à grignoter toute la journée. Et inversement, si tu te gaves comme une oie, comme ça, à plus bouger, mais que tu fais que 3 repas parce que tu as trop faim, si tu manges pas assez, c'est pas bon non plus. Il faut juste savoir comment tu fonctionnes et tu dois découvrir comment tu fonctionnes pour être bien tout au long de la journée. C'est ça la vraie réponse. Sinon, physiologiquement, on va pouvoir répondre que tout est mauvais ou tout est bien. Voilà. Ouais, c'est très intéressant.
Et par rapport aux glucides, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tout ce qui est féculent, produits céréaliers? Parce que souvent, pour la minceur et pour la vitalité, on dit que c'est mieux. Enfin, moi, j'en consomme très peu. Et quand j'en consomme, par exemple, du riz, si je vais au restaurant, j'ai constaté que certaines associations, par exemple, si je vais au japonais, je suis pas fatiguée après le repas. Mais si je vais manger indien, alors là, je suis cuite pour travailler. Après, j'ai besoin de faire une sieste, alors que ça ne me ressemble pas. Donc, il y a quand même des choses qui se passent par la digestion. C'est ça. Mais du coup, on va faire exprès de prendre ton exemple et tu vas nous dire ce que tu as mangé à midi. Parce que tu as dit, comme beaucoup, tu as dit, moi, je ne mange pas trop de glucides. Alors, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Ou ton dernier repas? Là, j'ai mangé avocat, saumon. Voilà, j'ai mangé très rapidement avocat, saumon. Avec quoi, tu as dit? Avec un peu d'oignon. Bon, bah là, il est vrai que j'avoue que tu n'as pas mangé beaucoup de glucides quand même, là, du coup. Mais rien que dans ton exemple, ça paraît tout bête, mais je voudrais te pointer du doigt que, par exemple, là, l'aliment où personne n'y penserait, qui contient des glucides, et que ça, dans les 3 aliments que tu as cités, c'est l'oignon, par exemple. Oui. L'oignon, c'est que du glucide. Mais oui, alors moi, je parlais céréales. Non, parce que moi, des glucides, j'en mange plein. Je veux dire, je mange beaucoup de légumes. Bon, là, j'avais un peu la flemme, mais sinon, je mange des légumes crus, cuits. Je mélange. Et donc, je trouve mes glucides là-dedans, évidemment. Non, mais c'était fait exprès pour... Tu sais, quand on dit glucides, beaucoup pensent que c'est que quand ça a le goût sucré. Et puis, certains savent que quand même dans les amidons, il y a beaucoup de glucides. Mais on oublie quand même les fruits, les légumes et tout ce qu'on ne pense pas. Donc, c'était juste pour t'embêter exprès en prenant un exemple. Mais les glucides sont autour de nous, il y en a partout. C'est difficile vraiment de ne pas manger du tout de glucides. C'est-à-dire qu'on ne mangerait plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales, plus d'amidons, plus de légumineuses. Et là, ça Parler des céréales principalement. Voilà. Parler que moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais pour mincir et pour rester belle, parce que la glycation, tu pourrais parler aussi de la glycation, ça fait vieillir la peau. Tout à fait. Bah, on mange, justement, là on mange trop sucré, mais sans s'en rendre compte, en pensant manger bien, des fois. On pourra donner des exemples tout à l'heure, si tu veux. Mais déjà, pour les sucres, il faut comprendre les sucres. Il y en a 3 grandes familles. Il y a donc on dit les monosaccharides, c'est les sucres simples. C'est glucose, fructose, galactose. Le glucose, il y en a partout, c'est notre source d'énergie. Le fructose, il y en a dans les fruits et légumes. Le galactose, c'est le lait maternel. Après, on a des disaccharides, ce sont des sucres doubles. Donc, on a du saccharose, maltose, lactose. Le saccharose, c'est du glucose avec du fructose. Donc, ça, c'est le sucre de table, par exemple. Le maltose, il y en a partout. C'est 2 molécules de glucose. Donc, par exemple, la patate douce, mais vraiment tout. Il y en a partout en petite quantité. Et le lactose, qui est un sucre. Tu sais, quand on dit lactose dans le fromage, en fait, tout le monde en parle, mais il faut rappeler que c'est un sucre quand même. Hein, voilà. Et c'est ce qui donne du goût aussi. Et ensuite, on a des sucres complexes. Et là, c'est dedans que tu classes les amidons, les céréales, les légumineuses, mais aussi les fibres. Et ça, on en parle peu. Que les fibres, c'est une forme de sucre qui est très important, puisque ça va probablement répondre aux questions. Mais un bon sucre, c'est quoi? Alors, soit, pareil, j'ai 2 stratégies. La stratégie où il faut avoir plein de connaissances, et ça, tout s'apprend. Voilà, donc on peut en apprendre partout, dans plein de formations, dans des bouquins, etc. Soit tu triches. C'est-à-dire que si tu aimes le riz blanc, comme tu as dit par exemple, quand tu manges japonais, c'est assez équilibré, parce que par exemple, dans un maki, tu as de la fibre, avec la fibre de l'algue qui entoure ton riz blanc. Mais la fibre, qu'est-ce que ça fait la fibre? Quand tu manges une fibre, ça ressemble à un filet de pêche, quoi. Ça va emprisonner un peu ta molécule d'amidon et donc tous ces sucres qu'il y a dans l'amidon. Et quand cette molécule complexe va arriver dans ton tube digestif, là, eh bien, elle va arriver, mais elle va diffuser lentement ce glucose et te donner l'énergie, parce qu'elle est un peu emprisonnée dans cette fibre-là, cette pelote. Alors que si tu manges ton riz blanc comme ça, plutôt un sushi cette fois, tu manges que du sushi, eh ben, tu auras un pic de glycémie et puis tu auras la dalle 2 heures après, alors que pourtant tu es gavé très vite, c'est très lourd avec de la colle. Mais du coup, là, de l'amidon du riz blanc, c'est équivalent à manger une cuillère de confiture. Hein. C'est un polymère de glucose. C'est glu, c'est plein de glucose. Et donc, si je veux tricher, soit je prends du semi-complet, tu vois, il y a un peu de fibre, ou carrément, je mange du riz blanc,
Mais pourquoi, tu sais, les anciens, ils savaient faire les recettes. Pourquoi à l'avant, ils faisaient toujours la recette, on a ras-le-bol si on va chez nos grands-parents, c'est toujours le poisson avec du riz et des poireaux. C'est la même sauce, hein, tout le temps. Il y a toujours des poireaux avec le riz, mais ils savaient faire parce que ça emprisonne justement un peu cet amidon, et puis ils n'ont pas faim trop vite. Parce qu'il y a beaucoup de fibres dans le poireau. Et donc, c'est des techniques d'association. Si tu manges des choses blanches, tu manges des fibres. Tu mets de la salade partout, des poireaux partout, de l'artichaut, ou quelque chose de fibreux. Et euh, on peut consommer des amidons, des sucres, mais avec des fibres. Sinon, on les évite. Donc, ça peut être tous les légumes ou c'est par exemple le brocoli, les haricots, enfin, ça peut être tous les légumes ou simplement Ben, des fibres, comme tu dis, artichaut, poireaux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces légumes-là? euh, alors, il y a plusieurs types de fibres. Mais alors, j'ai envie de dire que là, sans rentrer, parce qu'il y a l'hémicellulose, il y en a plein. En fait, regardez, la réponse, je pense que tout le monde l'aura. Tu vois, dans un haricot vert, tout le monde a déjà vu ces fils là. Dans ça se voit moins dans un brocoli, mais c'est quand même fibreux au niveau du tronc. Tu sais, il y a de la fibre. Par contre, je sais pas, une betterave, il y en a de la fibre, mais on voit que ça a un goût plus sucré, comme la carotte. Mm. Il y a moins de fibres malgré tout là-dedans que dans de la salade. Ça se voit, Et je ça, c'est dirais. plus des racines, ça. Il y en a quand même de la fibre, hein, tu sais, dans le panais, la carotte, mais on voit qu'il y a moins ces fils-là, comme dans une salade, un haricot vert, etc. Donc, il vaut mieux toujours quand même tout ce qui est vert. Il y en a plus, en général. Mais pour une personne qui veut s'affiner et qui bouge un petit peu, mais pas trop, est-ce que c'est recommandé de manger des produits céréaliers ou pas quand elle veut mincir? Non, la vraie réponse, c'est non. On est d'accord, parce que même euh, là, même si j'en mange un peu, c'est très sucré, les céréales, en fait. C'est que de l'amidon, mais il y a beaucoup de glucose. Au pire, si vous êtes une fan de céréales, eh bien, prenez du complet. Mais après, on rentre dans un cercle où si je mange complet, c'est là où il y a le plus de pesticides, insecticides, donc il faut absolument le prendre bio, etc. Et malgré tout, manger complet, c'est important aussi quand même de chercher des fibres un petit peu plus dures, comme les fibres de certaines légumineuses, ou au moins prendre du psyllium ou des choses comme ça, parce que ça va nourrir votre flore, que vous avez au niveau du grand intestin. Elle aussi participe au métabolisme et à l'amincissement. Donc, il faut avoir une bonne flore, en tout cas. Il faut se préoccuper de sa flore. Je ne dis pas de manger des céréales complètes, c'est pas ça que je dis, mais au moins je mange des légumes ou des légumineuses un petit peu, pour avoir ces fibres qui sont nécessaires pour notre flore. Parce que tu as déjà entendu le mot prébiotique. Mm. Les prébiotiques, ce sont des fibres. Et en fait, notre flore de notre grand intestin ne sait se nourrir que de ça. Donc il faut absolument en apporter tous les jours. La quantité, c'est très compliqué. On dit qu'il faut 30 à 40 grammes par jour de fibres pour aider sa flore à faire son travail. Si on a une mauvaise flore, on grossit. C'est pareil. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est intéressant aussi. Mm. Juste pour partager quelque chose, donc je précise, je suis contre aucun aliment. J'ai testé beaucoup de régimes alimentaires véganes, frugivores, enfin plein de trucs qui m'ont complètement désorienté tout mon corps. Et jusqu'à mes 41 ans, je n'ai jamais mangé de fromage. Parce que j'ai toujours été écœurée du fromage. Et là, j'ai commencé il y a peut-être 1 an à manger du fromage de brebis et de chèvre. Et je me réveillais tous les matins bouffie. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je dis pas que le fromage de chèvre ou de brebis, c'est pas bien, mais c'est plus pour que vous observiez. Vous puissiez voir, ah, là, j'ai introduit tel aliment, je me réveille un peu gonflé le matin, c'est pas normal, en fait. Et quand vous retirez quelques aliments, vous vous dites, tiens, peut-être c'est ça, et observez au bout d'une semaine comment est votre visage ou la rétention d'eau, des choses comme ça. Ça peut être des astuces pour vous découvrir. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais l'observation est primordiale. Et moi, je donne souvent l'exemple des dents. En fait, quand on se déminéralise, quand on est en acidose, justement, quand tu manges trop de laitage, une grosse raclette, tartiflette ou quoi, bah, tu as les dents, le bout des dents qui s'éclaircissent un petit peu, qui deviennent presque transparentes. Et bien, on voit qu'il y a une déminéralisation, notamment dans la nuit, par acidose. Et du coup, moi, je te donne l'exemple des dents, toi, tu as donné l'exemple de la peau, mais il est important de s'observer pour voir comment votre corps réagit par rapport à vos périodes hormonales, comme on parlait tout à l'heure, ou les périodes alimentaires, ou des excès, ou des carences, etc. Et il n'y a rien de mieux que l'observation.
Et tu sais, on a perdu tout ça, hein. Même l'odeur, quand on est stressé, elle change, du coup, avec nos hormones. Donc, il faut qu'on se réapproprie ça parce que notre corps nous parle tout le temps, mais on l'écoute plus. Et oui, c'est ça. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est de nous redécouvrir parce que c'est vrai que c'est comme quand les personnes qu'on côtoie au quotidien, on les regarde beaucoup moins. Et nous, c'est pareil, comme on se connaît, on pense qu'on continue à faire les mêmes choses, mais en fait, on change en permanence selon l'environnement, selon s'il y a une période stressante ou quoi. Et donc, ouais, c'est important. Enfin, en fait, c'est ça la base. C'est la perte de poids, ou la vitalité, c'est des petits effets cumulés. C'est rien de compliqué. C'est juste plein de petites choses à ajouter au fur et à mesure. C'est ça. Et on en parlait un petit peu avant, mais il n'y aura pas. En fait, la recette pour mincir va dépendre de chacun ou chacune. Parce que déjà, il faut essayer de voir si votre problème il est d'ordre alimentaire. Mais d'ordre alimentaire, c'est énorme comme question déjà. Est-ce que c'est juste parce que tu manges trop vite? Est-ce que c'est parce que tu manges trop? Est-ce que tu manges trop mal? Est-ce que tu dilues tes enzymes en buvant trop, en mangeant? Est-ce que tu manges dans un environnement stressé? Déjà, tu vois, ça répond à plein de choses. Est-ce que tu prends des produits de qualité de base? Mais est-ce que tu sais les transformer, les cuire, les assaisonner? Déjà, rien que ça, c'est énorme. On parle que d'aliments. Puis après, il faut greffer là-dessus le stress. Est-ce que c'est nerveux, le fait que tu n'arrives pas à perdre du poids? Après, on peut greffer, est-ce que c'est hormonal? Est-ce que tu as un problème de thyroïde? Est-ce que tu as un problème d'hormones par carence en protéines? Est-ce que tu as un problème de cortisol avec le stress, une fois de plus? Et donc, est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est émotionnel? c'est ça. Donc, en fait, déjà, c'est pourquoi tu voudrais mincir. Est-ce que réellement tu en as besoin? Est-ce que c'est pour être bien dans ta peau, dans ta tête? Et quelles qu'en soient les raisons, c'est OK. Mais pour au mieux t'aider, c'est pas juste en se privant. Ça marche jamais parce qu'on sait qu'on va perdre les 10 kilos qu'on veut pour avoir le maillot de bain de cet été, puis on va les reprendre au mois de septembre. Donc ça, c'est nul. Oui, puis la thyroïde, les hormones, elles seront complètement déstabilisées. Enfin, je veux dire, après, pour rattraper ça, c'est compliqué quand même. C'est ça, c'est ça. Et donc, il faut déjà déterminer l'origine de la prise de poids ou de la difficulté à mincir. Et là, après, on agit au bon endroit. Et là, ça va très vite. Si c'est hormonal, si c'est alimentaire, si c'est nerveux, si c'est la literie, si c'est l'environnement, si tu as déménagé dans un micro-ondes avec des ondes partout, voilà, il faut qu'on analyse tout ça, en tout cas. Il y a tellement de facteurs, oui. Et du coup, j'ai oublié, je voulais dire un truc, mais c'est pas grave, ça me reviendra. On peut regarder au niveau de la beauté et la jeunesse. J'aimerais bien savoir, de ton point de vue, quelles sont les carences qui vont accélérer le vieillissement de la peau et comment repérer ça dans l'assiette, ce qui nous manque. Déjà, c'est vrai que quand on parle de beauté, moi j'aime bien redire aussi que la beauté, on le sait, c'est subjectif et en plus ça dépend des ethnies. C'est rigolo, je ne sais pas si tu as déjà vu ces études qui montrent qu'est-ce que la beauté suivant les pays. Ouais. Eh ben, on a des standards suivant les pays, hein, et même si on est occidental, asiatique ou quoi, voilà, etc. Ensuite, physiologiquement, on est quand même malgré tout tous les mêmes, sauf si on a des enzymes, on a des petites variables d'enzymes suivant si on est blanc, black, beurre, asiatique, etc. Et ça aussi, il faut le garder en tête. Nos besoins occidentaux, nous, pour avoir une bonne qualité de peau, notamment, c'était ça la question? Mais c'est pour déceler les premières carences les carences qui vont accélérer le vieillissement de la peau. On sait que les produits céréaliers, le sucre, ça accélère le vieillissement de la peau. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme carence auxquelles on ne pense pas? Les oméga 3, la vitamine C, le magnésium, des choses comme ça. C'est ça. Donc, tu as cité le premier quand même. Il y en a toujours un qui revient en premier. La peau, tu sais, c'est fait de 99% d'eau et 1% de soluté. Donc déjà, en premier, avant même la graisse, on va mettre la graisse en deux, c'est l'eau en premier. Une bonne hydratation, c'est vraiment primordial pour une bonne qualité de peau, une bonne élasticité, etc. Très proche derrière, c'est la graisse et les bonnes graisses. Donc on sait que les graisses antioxydantes, ce sont les oméga 3, on en a parlé tout à l'heure, oméga 3 ou EPA, DHA surtout. Ça, c'est vraiment en deux. En trois, on pourrait remettre les protéines. Parce que pour avoir une bonne élastine, pour avoir des bonnes. Je perds le nom. Une bonne élasticité. Pour avoir une bonne élasticité de la peau, il y a l'élastine et il y a le. C'est des devinettes aujourd'hui pour moi. C'est pas grave, mais en fait, ces petites choses qui permettent une bonne élasticité, ce sont des protéines aussi.
Mm. Donc, on revient aux protéines. Le Et après, collagène, tout ça, c'est les voilà, protéines. merci, c'est ça que je cherchais, le Ah, collagène, d'accord. tout bêtement. Donc, c'est une protéine, donc il faut que j'ai une bonne protéine. Ça, c'est le top 3 dans l'ordre de ce qu'on appelle les molécules organiques, plutôt. Donc, c'est des choses dont on a besoin d'apporter par l'extérieur, par les aliments standards, on va dire. Et après, il y a des cofacteurs et coenzymes qui sont importants. Donc, pour une bonne qualité de peau, au passage, ça donnerait une bonne qualité artérielle, et au niveau des veines, etc. C'est le cuivre, le zinc, le sélénium, le silicium et les vitamines B. Voilà, ça, c'est important pour avoir une super qualité de peau. Et en fait, elles sont pour la plupart antioxydantes en plus, hein, enfin, ces minéraux. Et donc, cuivre, zinc, sélénium, silicium, vitamine B. Clairement, dans ce que je viens de citer là, il faut manger des produits divers et variés. Le cuivre, le zinc, c'est des choses qu'on trouve beaucoup et facilement dans les oléagineux et les légumineuses, par exemple. Faites-les tremper, parce que dedans, on a des inhibiteurs enzymatiques qui permettent moins bien l'assimilation de ces aliments. Donc, on fait tremper ces lentilles, ces pois chiches, ces amandes, ces noix de cajou, ces noisettes, on fait tout tremper. On change d'eau et on profitera encore mieux et ça aurait décuplé tous les minéraux dedans en plus. Il y a parallèlement aussi donc le sélénium. Donc, sélénium, c'est un antioxydant qu'on retrouve un petit peu partout en petite quantité. Le silicium, moins connu et plus difficile à avoir, c'est dans la prêle, l'ortie et le bambou. C'est le top 3. Sinon, vous n'en trouvez plus nulle part, quasiment dans peu d'aliments en petite quantité, ou pour faire des cures de silicium organique, par exemple. Et les vitamines B, en fait, tu l'as dit, en fait, les vitamines B, on peut en avoir facilement. On en a dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales. On vient de dire que c'est pas top, mais beaucoup en mangent beaucoup quand même. Donc, on ne devrait pas être carencé. Sauf que les vitamines B, elles passent en intracellulaire, en cotransport avec le glucose. Donc en fait, quand je mange trop de sucre, eh ben, j'emmène mes vitamines B, je les utilise pour faire passer mon sucre, mais je ne les utilise plus par rapport aux besoins et aux bénéfices qu'elles pourraient m'apporter pour ma peau, pour mon stress, etc. Et donc, beaucoup sont carencés en vitamine B, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de problèmes de stress et notamment aussi de peau, parce qu'on mange trop sucré, comme tu l'as dit. Et quels sont les aliments qui vont nourrir la beauté de la peau? En termes aliments, donc là, j'ai cité quelques plantes, hein, prêle, ortie, bambou, prendre plein de graines. Bon, j'ai beaucoup de graines, de bonnes graisses, riches en oméga 3, du poisson gras, etc. Et après, Et des petites oui, baies, beaucoup, goji, etc. les petites baies goji, tout ce qui est rouge. Oui, D'accord. Et juste pour les oméga 3, si vous achetez en gélule, surtout vérifiez bien que le taux de Totox soit en dessous de 5. Si c'est pas marqué, c'est que c'est bizarre. Et la plupart, c'est pas marqué. Donc vraiment, regardez bien. Voilà, petite info. tout à fait. Merci, oui, super. Super, super. Et est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un petit aparté sur l'index glycémique? Qu'est-ce que l'index glycémique? Eh ben, sans faire exprès, j'en ai parlé sans le citer tout à l'heure. Oui. Ben, tu sais, quand tu manges transformé ou blanc, du riz blanc, du pain blanc, la confiture, des choses et ben ça te fait un pic glycémique. Donc en fait, du coup, on fait trop travailler notre pancréas et on peut après provoquer de la résistance à l'insuline, on dit. Donc après, on peut choper un diabète de type 2, etc. Donc on aime souvent ça parce que ça nous donne de l'énergie tout de suite. Ah, j'ai un petit coup de barre, j'ai de la fatigue, hop, je mange une petite cochonnerie, une barre, un truc, hop, je remonte tout de suite. Mais c'est un leurre, et là, je fatigue mon pancréas. Déjà, quand vous mangez des trucs comme ça, on va essayer de limiter, voire d'éviter, hein, mais du coup, il faut vraiment mâcher beaucoup, beaucoup, parce qu'on commence à digérer le sucre dans la bouche avec la ptyaline et l'amylase salivaire. Et du coup, il faut vraiment mâcher, saliver, et comme ça, déjà, ça va soulager votre pancréas. Dès que vous mangez quelque chose de sucré, c'est important. Sucré au goût ou pas, hein. Du riz, comme on a dit, c'est sucré, par exemple, mais ça ne se sent pas de base. Si vous faites l'exercice de laisser un bout de mie de pain ou de riz blanc dans la bouche, et vous allez voir, au bout de 5 minutes, ça aura un goût de sucre dans la bouche. Donc, ça va bien vous prouver que du coup, c'est très sucré et vous commencez à digérer au niveau de la bouche. Du coup, après, on va aimer tout ce qui est indice glycémique faible. Et en fait, tout ce qui est indice glycémique faible, c'est tous ceux qui contiennent beaucoup de fibres, comme on a dit tout à l'heure, en fait. Pour le résumé du résumé. Hein. Oui. Et
pour les personnes, parce que les index glycémiques élevés ou faibles, finalement, il y en a partout dans l'alimentation, même les aliments qui sont bien, qui sont bons pour la santé, il y en a qui sont élevés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, quand on a envie de manger, parce que souvent les anciens, ils mettaient toujours une salade au début du repas ou des crudités. Ça, c'est un index glycémique faible. Mais maintenant, on ne sait pas toujours quels sont les aliments à index glycémique élevé. Donc, par précaution, par exemple, je veux manger un aliment à index glycémique élevé. Admettons, je veux manger un sandwich. Voilà. Parce qu'il y a du pain. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'augmenter en flèche mon index glycémique? Est-ce que je dois manger un autre aliment avant? Est-ce que je peux prendre du chrome? Et là, il y a plein de réponses, suivant nos goûts. La première, comme tu dis, soit on se prépare avant et puis on se boit un petit jus lactofermenté. Donc, de la lactofermentation, j'aurai notamment aussi de la flore, des probiotiques qui vont aider à mieux digérer derrière. Ça, c'est une chose. Ou je commence par une crudité, une salade, quelque chose. Et pour te répondre, moi, des fois, c'est rare, hein, mais ça m'est arrivé ces derniers temps. J'ai oublié de prendre à manger, j'avais très faim. Et du coup, j'ai pris un sandwich, j'ai pris un avec des crudités dedans. Parce que je sais que j'ai de la fibre aussi. Donc ça allait ralentir un petit peu le métabolisme de mon sandwich qui allait faire que j'allais avoir faim 2 heures après. Donc, soit je prends des choses lactofermentées ou des choses riches en enzymes parallèlement. Donc, par exemple, des choses qui vont aider à mieux digérer. On a des fruits. On a 3 fruits qui contiennent des enzymes digestives qui sont la bromélaïne de l'ananas, la papaïne de la papaye ou l'actinidine du kiwi. Si je mange ces fruits-là après ou avant, ça va aider à digérer l'aliment. Ça va mieux passer, ça va casser et je vais moins potentiellement prendre de poids parce que je vais vraiment chimiquement apporter des éléments qui vont m'aider à digérer plus vite et mieux l'aliment. C'est une autre technique. Après, il y a, comme on l'a dit, mâcher vraiment beaucoup, insaliver pour commencer à digérer ici et pas au niveau pancréatique et digestif. Ça serait les petites techniques, en tout cas. On sait qu'il faut manger doucement aussi. Notre cerveau met 20 minutes à comprendre le phénomène de satiété au niveau de l'hypothalamus. Donc tout ce qu'on mange en moins de 20 minutes, là, on peut ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture. Donc toujours on dit, on commence, on fait comme une petite pause où je prépare mon entrée, et après je vais seulement faire cuire mon plat, et après je vais aller dans le frigo chercher le dessert, et en fait on ne va pas au bout souvent. On n'a plus faim, on mange moins. Prendre des petites assiettes aussi. On mange toujours moins dans une petite assiette bombée qu'une grande assiette pas bombée, on le dit aussi. Et tu sais que les assiettes, maintenant, elles se sont agrandies. Quand tu regardes les assiettes de vaisselier chez nos grands-parents et tout, les assiettes, elles sont plus petites. Et maintenant, nous, on a des assiettes beaucoup plus grandes, donc du coup, on les remplit. C'est incroyable. Elles ont pris au moins 2 ou 3 cm de diamètre, nos assiettes. Et c'est plus fort que nous. On n'aime pas le vide. Donc, on aime remplir. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de prendre des plus petites assiettes, comme tu dis. Et tu sais, il n'y a pas d'histoire bête pour manger moins vite. Il y a une fourchette qui existe qui bip toutes les 20 secondes, je crois, ou toutes les temps, pour pas que tu manges trop vite. Enfin, chacun peut y trouver son compte avec les technologies. Tu sais, on est dans le monde des technologies. Moi, je suis contre, mais on ne peut pas vivre contre. Beaucoup adorent ça. Mais toutes les techniques sont bonnes si on peut manger plus doucement, en mastiquant. On peut prendre des baguettes à la chinoise. Mais là, on passe du temps à manger, là. Non, mais c'est excellent comme idée, ça. Tout à fait. Des petites cuillères, des petites fourchettes. Et pour ceux qui sont accros au sucre, qu'est-ce que tu recommandes comme substitut qui n'augmente pas l'index glycémique? Alors pareil, je vais avoir une première réponse, c'est que... Alors après, la première réponse gentille, c'est de prendre des sucres complets. Sucre de coco, sucre complet, le rapadura, sucre de canne complet. Enfin, ça, c'est la réponse sage, on va dire. Et après, il y a aussi d'autres sucres qui amènent des bons éléments. Tu vois, si on teste le miel, c'est un indice glycémique élevé. Donc sur le papier, c'est pas bien. Mais ça contient toutes les enzymes et des minéraux et des vitamines extraordinaires qu'on n'a pas ailleurs. Et par exemple, moi, chez moi, j'ai pas de sucre. Je cuisine qu'au miel. Si je fais un cake, un gâteau ou quoi, c'est au miel. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont m'aider à même mieux digérer. Par contre, l'indice glycémique, pour le compenser, je vais mettre une farine avec pas mal de fibres dedans. Ou je vais mettre de la poudre de peau de noisette, ou de la poudre de peau d'amande, ou de la poudre de peau de noix, ou du psyllium. Voilà. En fait,
Il faut juste pas qu'on pense qu'en sucre, parce que sinon, on va en exclure beaucoup. Je vais exclure le miel, je vais exclure comment ça s'appelle, la, la sève, là, qui est pas mal aussi du cactus, là. Euh, enfin, je vais en exclure beaucoup. Je vais dire, on garde les sucres complets. Donc, c'est dommage. C'est plutôt qu'est-ce que je mets avec qui va m'intéresser moi, en fait. Et juste pour revenir tout à l'heure, tu as dit on peut manger un fruit comme un kiwi après un sandwich. Moi, je me suis construit comme ça, de jamais manger de fruits après mon bol alimentaire. Complètement. Il n'y en a que 3 qu'on peut. C'est les 3 que j'ai cités. Sinon, on ne mange jamais de dessert ou de sucre à la fin d'un repas. Normalement, ça fait fermenter, ça ralentit tout le métabolisme. Mais ceux-ci ont les enzymes pour aider au contraire à digérer. Donc, on peut, ces 3-là. Ah, c'est génial. Donc, il y a 3 fruits qui aident à digérer. Ananas, papaye, kiwi. D'accord. Ah oui, et puis, justement, que penses-tu des petits déjeuners avec du grain de chia? Alors, pareil, il y a un débat là-dessus, moi, que je trouve complètement idiot. Dire, ah là, si on en mange trop, ça va boucher tout là-dedans, vous allez faire une syncope. Parce qu'il y a eu un cas qui a été révélé où il y a un problème qui s'est étouffé, parce que ça a gonflé, mais je ne sais pas si ça allait devenir une allergie ou quoi. Oh, il a mal préparé ses graines de chia, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, avant que je te réponde, est-ce que tu sais d'où vient la graine de chia? Ça vient de quelle plante? Ah non, je ne sais pas du tout. Eh ben, c'est une variété de sauge, en fait. Donc, je ne connais plus le nom latin, mais ça vient de là. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant dans cette graine de chia, il y a plein de choses de trop bien. C'est riche en protéines, c'est riche en oméga 3 et c'est mucilagineux. Donc là, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est bien la graine de chia, parce qu'un mucilage, c'est quoi? Ça gonfle. Si ça gonfle, si je commence par un verre d'eau avec des graines de chia, par exemple, eh ben, ça va gonfler dans mon estomac, ça va m'envoyer une fausse information de satiété à mon hypothalamus et je vais moins manger. Donc je vais mincir. Donc c'est excellent déjà pour cette raison-là dont on parle depuis tout à l'heure. Ça va me ramener des bons acides gras oméga 3 anti-inflammatoires et ça va me ramener de la protéine facile à digérer. Donc très bien. Et je peux le mettre dans de l'eau, je peux le mettre dans mon alimentation, mais du coup on le laisse juste gonfler. On entend, est-ce qu'il faut laisser gonfler avant ou après? Donc c'est mieux de le laisser gonfler un petit peu avant. C'est moins agréable en bouche, c'est un peu gélatineux, mais au moins on va voir que ça va venir tapisser la muqueuse, l'apaiser, l'adoucir, calmer. Pour tous les gens qui ont des inflammations, c'est excellent. Alors, moi, depuis, j'ai incorporé le chia. Je me suis fait plein de recettes. Toi, tu vas peut-être crier parce que j'ai fait des trucs un peu particuliers. Donc, moi, j'aime bien mettre quelques cuillères de graines de chia selon l'intensité de ma journée, parce que des fois, j'ai des journées plus intenses que d'autres. Et après, je vais mettre des fruits, des noix ou une cuillère de beurre de cacahuète. Voilà. Et pour avoir des protéines, souvent, je me mets un shaker de protéinés à la vanille. Enfin, souvent. Enfin, ça dépend. Maintenant, je fais vraiment selon ce que mon corps a envie. Et c'est incroyablement bon. Moi, je m'éclate quand je mange un petit déjeuner ou même ça à midi quand j'ai pas envie de me préparer à manger. J'ai pas faim, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que les protéines en poudre, je sais pas si tu conseilles ou pas, quoi. Là, est-ce qu'il faut qu'on attende d'être en off pour que je te dispute Dis-le parce que ça va servir à tout le monde. Oui. Donc, première chose, déjà, là, il y a une petite recette qui est une tuerie, une panna cotta végétale. Donc, tu mets du lait de coco avec de la graine de chia et tu mets le fruit que tu veux au-dessus. Alors ça, c'est exceptionnel. Tout le monde va adorer, c'est une certitude. Donc, tu mets une cuillère à soupe de graines de chia pour 100 ml de lait de coco. Souvent, c'est des boîtes de 400 ml. Tu mets 4 cuillères à soupe dans ta boîte de lait de coco et tu as ton yaourt qui est prêt une demi-heure après, quoi. Et ça aura fait une texture parfaite. Et après, tu te mets le fruit que tu veux, une mangue, une ananas au-dessus ou quoi. Ça plaît vraiment beaucoup. Ensuite, quand je dis le shaker, là, il y a deux raisons pourquoi je râle. C'est que, en fait, c'est ultra transformé, en général, hein. Et je dirais le seul. Enfin, comme tout ce qui est transformé, pour compenser, ils vont y rajouter plein d'autres choses. Ils vont rajouter des enzymes ou des machins. Et puis à la fin, c'est que c'est pas naturel. C'est ça qui me dérange.
Par contre, ça fait le job, mais ça va demander un effort. Alors, tu dis que tu digères bien, mais ça va quand même demander un effort au niveau des cofacteurs et coenzymes d'aller. Lui, en fait, le corps, il ne reconnaît que ce qui existe dans la nature. Oui, c'est l'information des choses transformées. C'est comme beaucoup de choses, mais quand on prend, on n'a pas l'information directement, donc ne sait pas trop où le mettre, quoi. Lui, il va se dire, attends, j'ai l'impression, je reconnais que c'est une espèce de protéine, mais c'est quoi? C'est de la viande, de l'œuf, c'est quoi? Et du coup, il va essayer de refabriquer en rajoutant ce qui manque, en se servant de ce que tu as en toi pour refabriquer quelque chose qu'il connaît, pour le redéconstruire, pour pouvoir le réutiliser. Mais par exemple, le sucre blanc dont on parle depuis tout à l'heure, pourquoi c'est nul? Le sucre blanc, vu qu'il n'est pas complet, dans un sucre complet, tu as tout dedans. Tu as des cofacteurs et coenzymes qui vont permettre même presque d'auto-digérer le sucre. Donc, ça demande peu d'efforts digestifs, et puis en plus, ça m'amène de l'énergie, donc c'est cool. Mais dans le sucre blanc, on va devoir aller chercher dans ce que tu as en toi, donc tes cofacteurs, pour essayer de digérer ce sucre qui est censé t'amener de l'énergie. Donc, je vais presque me carencer pour digérer ce sucre en me servant de tes cofacteurs, de ta vitamine B ou quoi, pour essayer de le digérer. Donc c'est nul. Et là, c'est là où je dis qu'un aliment ultra transformé, bah, probablement qu'il doit se servir de ce que tu as en toi pour compléter, pour que ça ressemble à quelque chose de réel, en gros. Et donc, c'est un peu dommage. Par contre, on ne peut pas critiquer le fait que ce sont des protéines digestes, parce qu'elles sont déjà presque concassées en polypeptides ou acides aminés. Donc, en fait, c'est biodisponible tout de suite. Donc, ça fonctionne bien. Ça, on ne peut pas le nier, en tout cas. Mais que de manière passagère. Ouais, merci beaucoup, c'est très intéressant. Après, bon, c'est pas des choses que je consomme régulièrement, mais en ce moment, c'est un kiff. Après, la recette que tu as donnée, elle est intéressante. J'ai déjà goûté, c'est super bon. Donc, allez-y, foncez. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, globalement, comme petit déjeuner idéal? Alors, il y a l'idéal et la convention occidentale. Parce que l'idéal, en fait, c'est ce que tu as mangé à midi. C'est un petit déj, entre guillemets, saumon de qualité ou truite, encore mieux, avocat, qu'une poignée de graines qu'on aime, bah là, avec un fruit éventuellement, bah là, on est au top, c'est sûr. Après, le français aime bien le sucre, hein. Il a été élevé au jus d'orange, céréales et bol de lait, donc c'est sûr que ça, c'est une catastrophe, ou tartine beurre confiture, une cata. Mais moi, déjà, le petit déj idéal, j'y mettrai absolument des graines à chaque fois. C'est quand même très nutritif, c'est gras, ça va donner de l'énergie, ça va aider au niveau du système nerveux et au niveau enzymatique assez rapidement. Donc il y a tout ce qu'il faut dans les graines pour quand même se charger tout de suite. L'œuf, on aurait pu le rajouter aussi, c'est quelque chose. Avocat, œuf, on sait que c'est un combo intéressant le matin. Voilà. Le problème dans cette question, c'est que si je pose tout, bah, je ne pourrais pas cocher, à mon sens, l'idéal éthique, financier et social et habituel, parce que dans la réalité, manger avec ses enfants tous les matins, un œuf avec un avocat, et du saumon ou des graines, ils vont bien aimer 2 fois par semaine, mais ça va pas toujours être facile. L'avocat, c'est une catastrophe écologique, même en bio, donc je peux avoir un problème à ce niveau-là au bout d'un moment. Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis écolo? Est-ce que j'ai des valeurs, une éthique ou quoi? Le gingembre, pareil, qu'on adore, j'imagine, toi aussi peut-être pour la santé, Oui. bah, pareil, au niveau, des terres, c'est une catastrophe, mais par contre, humainement, bah, moi j'en profite parce que c'est très riche en plein de choses. Justement, tu peux nous en parler? Que moi, je me trompais, je faisais à l'extracteur de jus, mais jus de gingembre, curcuma. Après, je rajoutais du citron pour conserver. Et après, bon, bah, chaque matin, je me faisais un petit shot. Mais le curcuma, en fait, si on met pas de poivre. Oui, c'est ça. Ça, c'est un grand débat. Pareil, ils aiment bien faire des débats au bout d'un moment. Quand quelque chose est admis, ils aiment bien essayer de tout remuer pour dire qu'il y a tout et n'importe quoi. Il faut absolument de la pipérine pour bien assimiler la curcumine. Et en fait, le curcuma, a plus il est orange, a plus il est de qualité. Il ne faut pas le prendre jaune clair. Et le curcuma, il adore être chauffé. Il va se concentrer en curcumine. Il adore être en lien avec la pipérine, donc du poivre ou voilà, du gingembre, quelque chose de piquant, du piment. Ah, Et donc je faisais pas d'erreur. C'était bon, mon jus curcuma gingembre, c'était bon. voilà, parce que entre la pipérine et la gingérine, c'est une molécule qui se ressemble beaucoup. C'est un alcaloïde et du coup, ça le fait.
Complètement, oui, tout à fait. Donc là, tu peux. Et ce qui est étonnant, c'est que le gingembre, eh ben, quand on le chauffe, il décuple ses effets aussi. Il y a quelques aliments comme ça, comme la tomate, qui se concentre en lycopène. Le curcuma, il se concentre en curcumine. Et donc, il est liposoluble aussi. Là, l'erreur peut-être que tu as faite, c'est de ne pas avoir mis du gras. Ou en tout cas, au cours du même repas, ou quand tu bois ton shot, il faut que tu aies, je sais pas, 2-3 amandes ou quelque chose avec, parce que c'est liposoluble, la curcumine. Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'on fait le lait d'or, si tu connais. Tu connais le lait d'or? Tu mets du curcuma, du poivre dans une poêle. Tu mets une cuillère à soupe de beurre de coco. Et puis tu remues tout le temps, et ça va te faire une pâte. Comme une pâte de curry, mais ça va te faire une pâte de curcuma. Et tu prends une cuillère à café tous les matins, tu mets dans un verre de lait végétal. Ça s'appelle un lait d'or. C'est très concentré. J'ai ma piperine avec mon curcuma chauffé, là. J'ai le beurre de coco qui m'a créé une pâte avec son antioxydant. Et puis j'en mets une cuillère tous les matins. C'est vraiment hyper intéressant pour les gens inflammés et pour avoir un petit shot de vitalité dès le matin. D'accord. Et j'ai une question un peu particulière à te poser parce que cette semaine, on me l'a demandé 3 fois. Pour les personnes qui veulent prendre du poids, quelles sont tes recommandations? Alors, pareil, si on répond, j'ai envie de dire, quand je dis bêtement, hein, sur le papier, il n'y a qu'un seul aliment qui fait grossir sur le papier. Est-ce que tu le connais? Bah, c'est quoi? C'est du beurre? C'est du gras ou du sucre, cet aliment? C'est une graine. Mais c'est une graine qu'on mange régulièrement? Non, justement, très peu, et on la trouve dans le fromage de brebis. C'est une graine qu'on met dans le fromage de brebis, c'est connu. Ah, c'est comme une baie? Non, ça ressemble à une graine. Ah, voilà, j'ai retrouvé le fenugrec. Excuse-moi. Je suis allé chercher loin, mais sur le papier, c'est le seul aliment qui, en fait, empêche les graisses de sortir. Donc, elle te fait prendre de la masse et du poids. Elle favorise la prise de poids. C'est le seul aliment qui existe qui, sur le papier, favorise la prise de poids. Sauf que clairement, ça ne marche jamais. Parce que la vraie question, nous, on l'a essayé sur plein de gens, en fait, pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids? C'est ça la question. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est nerveux? Ou est-ce que c'est parce que tu manges tout simplement pas assez? Ça peut arriver, en termes de calories, là, pour le coup. Mais souvent, c'est hormonal avec moi je te le dis là, c'est souvent une hyperthyroïdie ou des problèmes au niveau des surrénales aussi, au niveau du cortisol. C'est souvent ça. Hein. D'accord. On Bon, gère c'est le ça. stress. Moi, ma recette à quelqu'un qui prend pas de poids, je vais aller essayer de calmer la thyroïde. Donc, calmer la thyroïde, il faut que je cherche des aliments goitrogènes, on dit. Donc, je vais aller chercher les choux pour calmer le feu de la thyroïde, on va dire. Et aussi, je vais aller calmer les surrénales en venant ajouter des sprays de magnésium sur les surrénales, en fait. Calmer. Et là, la personne va reprendre ses fonctions hormonales normales progressivement et en mangeant normalement, elle devrait reprendre du poids. D'accord. Et le spray de magnésium, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes avec du nigari et de l'eau? Voilà, c'est ça, à doser à 31%. Voilà, c'est ça, exactement. 31 grammes pour 100 millilitres d'eau. D'accord. Et après, 2 fois par jour, on vient mettre ce Après, spray. ce spray-là, on peut le mettre sur tout le corps pour que les gens qui manquent de magnésium l'absorbent par la peau. Voilà, par exemple, tout à fait. C'est génial parce que tu nous donnes plein de petites recettes très sympas. Oui, oui, on essaie. Et alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Bon, c'est des questions un petit peu hors des sentiers battus. Tu me réponds si tu veux. Hein. Si tu devais interdire 3 aliments de santé qu'on voit partout, lesquels tu choisirais et pourquoi? Je pense qu'on est d'accord les deux sur le premier, les céréales, quand même. Fitness avec la jeune femme avec le ventre rond, etc. Ça serait le premier parce Avec qu'on le l'a ventre dit. plat. Ventre plat, excuse-moi. C'est le contraire Oui, qui se passe. j'ai défini le 0, tu sais, c'est le 0% qui veut rien dire là. Voilà, c'est vrai. Non, mais tu as raison, le ventre plat. Donc ça, l'indice glycémique, en fait, ça va faire grossir plus qu'autre chose. C'est que du sucre, en fait. Hein. Même s'il ne rajoute pas du sucre, c'est que du glucide. Là aussi, là où il faut se méfier dans nos domaines un peu, je dirais, je pense qu'on a des affinités sur certains types d'aliments,
Bah, c'est tout ce qui est galettes de riz. C'est tout con, mais en fait, les galettes de riz, c'est encore pire que les céréales. Ouais. C'est du sucre. Là, c'est autant manger une petite cuillère de Nutella ou de confiture en Ouais. termes de sucre, hein. Donc ça, c'est un faux bon ami. Et dans le même délire, hein, tout ce qui est biscotte, cracotte, même le pain des fleurs en naturo, on aime beaucoup, nous, on adore ça. Bah, c'est pareil, hein, c'est un indice glycémique de dingue. Donc ça en fait pas tout à fait 3 parce que ça se ressemble, ce que je te dis là, mais c'est des faux amis, en fait. Et tous les jus, évidemment, tous les jus aussi. Et le dernier point, je dirais plutôt de manière générale, tout ce qui est light, parce que je sais pas si tu le sais, Mmh. mais il n'y a pas de législation sur le mot light. Il y a parce que light en anglais, vu mon niveau d'anglais, tu vas être d'accord pour m'aider à dire que ça veut dire léger, en fait. Mmh. Mais il n'y a pas de législation sur le mot léger, light. Il y a une législation et un cadre légal dans le mot allégé. Mais en fait, quelque chose de light, Mmh. des études ont démontré que ça peut être n'importe quoi qui est léger. Ça peut être par exemple, une couleur qui est plus légère que d'habitude. Au lieu que ce soit un rouge pétant, bah, c'est un rouge un peu moins foncé. Ça peut être la boîte qui est le contenant qui est plus léger. Mmh. Ça peut être le packaging. Mais ça peut être c'est léger en sucre, mais ils ont mis plus de gras. Ou léger en gras, mais ils ont mis plus d'additifs. Quand on voit du light ou du léger, il faut se méfier, il faut retourner l'étiquette. Ils en mettent moins dedans, ils margent plus, et il y a souvent plus de merde que dans les produits de Oui. même gamme. Ouais, et plus d'eau aussi. Oui, Soit vraiment, c'est du light et les personnes mangent par exemple les yaourts par 4 au lieu de manger un vrai yaourt de qualité. Et là, c'est la fête de plein de trucs pas bons pour le corps, plein de trucs bizarres dans le corps, parce que forcément, il y a des épaississants, des trucs que le corps ne reconnaît pas. Ou soit ils sont très forts en marketing. Ouais. c'est ça. Mm. Et puis, je rajouterais que ne vous préoccupez pas tant que ça des calories. Oui, si je mange, en fait, on sait qu'un homme et une femme ont besoin entre 1800 et 2000 calories par jour. Si je mange moins que mes besoins physiologiques, je mincis. Mais ça dépend quand même de la qualité des aliments que je consomme. Parce que par exemple, si je te pose la question, à ton avis, voilà, si je te dis quel est le plus calorique, c'est le chocolat au lait ou le chocolat noir? Bah, c'est pareil. C'est le chocolat noir est plus calorique, il me semble. Ah, oh, alors là, c'est rare qu'on trouve la réponse, mais dans le chocolat noir, tu as plus de calories parce que tu as plus de beurre de cacao. Donc le beurre, c'est du gras. Donc le gras, 9 kilocalories au lieu de 4. Mm. Dans celui qui est au lait, le lait, c'est du sucre. Donc j'ai 4 Mm. kilocalories, alors que dans le beurre, j'ai 9 kilocalories. Donc je vais avoir un chocolat noir qui est plus calorique qu'un chocolat au lait, mais on sait très bien que les antioxydants sont dans le chocolat noir. Mm. Donc il vaut mieux privilégier quelque chose de plus calorique, mais avec des antioxydants et des produits de qualité, que des Mm. choses transformées avec du sucre, du lait, du lactose et tout ce que tu veux. Donc il faut toujours opposer la qualité aux calories. Mm. Et pas toujours choisir bêtement faible en calories, en tout cas. Oui. Et, et bien sûr, quand même, marcher. Et vraiment, parce que si on mange mais qu'on se dépense pas, et c'est intéressant parce que les personnes qui sont stressées, parce qu'elles pensent beaucoup, eh bien, il faut qu'elles se dépensent et qu'elles dépensent, arrêter de penser. Et pour ça, il faut marcher très longtemps. C'est pas un sport court et intensif pour arrêter de ruminer, c'est vraiment marcher longtemps. Et on a oublié l'importance de la lumière qui n'est pas artificielle, qui nourrit nos cellules, qui nourrit les aliments. On a oublié de retourner à l'extérieur. Et en fait, si on veut mincir, il faut faire circuler la lymphe, il faut marcher, quoi. Enfin, il faut faire même du sport si on a envie, mais au moins marcher. Tout à fait. Et ça, c'est le meilleur alicament, hein, la meilleure méthode, c'est le sport, c'est de Ouais. bouger, parce que on fait tout bouger. On réactive nos graisses brunes, nos graisses blanches, on active le métabolisme, on active les fonctions cellulaires, et donc c'est la meilleure chose pour mincir, c'est sûr, se bouger, bouger, Mm. bouger. Et Kevin, alors je voudrais parler un petit peu de ce que tu fais. Bon, merci pour toutes ces pépites déjà, parce qu'à chaque fois, à chaque conférence, c'est génial. J'espère que la prochaine, on pourra la faire sur la naturopathie animale. Tout à Ça fait, oui. ça va être intéressant aussi. Parce que Oui, toi, tu as un centre de formation en naturopathie et c'est ça. tu as vraiment créé quelque chose de très innovant. Enfin, moi, je trouve ça génial. Tu as, le domaine arc-en-ciel. Donc ça, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, donc initialement, nous avons monté une école de naturopathie il y a plus de 15 ans, qui forme des personnes en présentiel, en distanciel, pour la formation humaine ou animale aussi, et toujours avec des stages et de la pratique, puisque c'est important, quand même pour le savoir-faire de pratiquer, de toucher et on a un métier qui est un métier santé, donc il faut voir les personnes. Et du coup, l'après-Covid m'a fait accélérer les projets que j'avais depuis toujours, de pouvoir agir à la fois aussi sur les enfants, par une éducation digne de ce nom. Donc, on a créé l'école Petits Naturaux, qui est une école où, du coup, on a repris évidemment tout ce qui est bon des philosophies nordiques, mais aussi Montessori, Freinet et l'école nature, avec une école vraiment basée sur l'enfant, lui, au centre de son éducation, avec l'intervenant qui tourne autour et non l'inverse, en imposant à des enfants d'écouter, assis sur une chaise, des concepts théoriques pendant des heures. Et ce sont des enfants qui sont en avance sur le programme de l'éducation nationale à chaque fois, on va dire. Et ils sont contents d'aller à l'école, et ça, c'est une grande fierté de donner des outils à ces enfants qui seront les adultes de demain, mais qui sont des gens avec des réflexions et qui pourront penser de par eux-mêmes, en tout cas. Parallèlement, on a agi sur les seniors, puisque c'est souvent aussi les autres grands oubliés de notre époque où tout va trop vite. Donc, on a créé une résidence senior sur place pour créer du lien intergénérationnel, justement, notamment avec les enfants. Donc, ils passent des moments communs journaliers ensemble pour les repas et les débuts d'après-midi. Et donc, ils apprennent les uns et les autres à se tirer vers le haut. Les enfants dynamisent nos seniors. Les seniors apprennent la sagesse et aussi toutes les belles histoires du vécu, parce que la plus belle formation pour moi, c'est le vécu qu'on nous partage, et c'est pas ce qu'on apprend théoriquement uniquement dans les centres de formation, puisque la réalité, souvent, elle est tout autre, et là, ils se nourrissent de ce que les seniors peuvent leur raconter tous les jours. Et donc ça, c'est le côté éducatif et humain, je dirais, qu'on a dans notre lieu. Tout ça dans un cadre nature d'une dizaine d'hectares, avec forêt, prairies, étangs, rivières, etc., dans le Jura. Entre Dijon et Besançon et Beaune, donc à Mont-sous-Vaudrey. Et pour finir, on a voulu s'attaquer aussi à la santé et on a réussi à créer un lien entre, disons, la médecine générale et les autres. Alors, je vais dire les autres, puisque tout ce qui est santé, bien-être, naturopathe, hygiéniste, ostéopathe, réflexologue, etc., pour collaborer ensemble. Quand quelqu'un vient nous voir, on se préoccupe de lui et on ne fait plus qu'un, et on n'oppose pas la médecine à la santé, et on travaille ensemble pour que la personne aille mieux. Donc elle vient nous voir, soit sur une journée au début pour qu'on fasse un gros check de tous les plans de sa santé, sur le plan mécanique, chimique, émotionnel et même énergétique. Et après, suivant les maux, si c'est des maladies chroniques et dégénératives, ils peuvent rester avec nous quelques jours, une semaine, en séjour, pour qu'elles repartent sur un bon chemin avec tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien dans son quotidien par la suite. Donc Moi, voilà. je trouve ça vraiment génial. Ce Voilà, que tu as créé. Enfin, avoir la force de le faire et de le tenir et de regrouper les gens. Moi, je suis admirative. J'espère qu'il y en aura plus comme ça encore. en France, surtout, c'est dur de En s'attaquer France. à l'éducation et Mm. à la santé. Je crois qu'on s'est mis deux gros challenges en même temps, et on a eu tous les contrôles du monde, Oui. puisque Faut pas que ça s'ouvre, quoi. voilà, Évidemment. c'est ça. Ah ouais, vous avez quand même. Mais il n'y a pas de mots. Je vais mettre une petite vidéo de à quoi ça ressemble parce que le lieu est absolument magnifique. J'ai oublié de dire qu'il y avait des remises. Alors, je me souviens plus exactement, mais tu offres à ma communauté, pour ceux qui voudraient faire des formations courtes ou longues, à distance ou en présence, jusqu'à 15%, il me semble, 15 ou plus. Oui, Enfin, je vais tout mettre en commentaire. on n'est tellement pas là-dedans que moi aussi j'ai oublié ce qu'on a Ouais, dit. ouais, ouais. Mais oui, c'est normal que, voilà, pour vous faire découvrir, que ce soit dans les formations ou dans le centre de soins, de partager et faire Mm. bénéficier d'offres avec Gwen. Voilà. Ouais. C'est vrai que on a complètement oublié d'en reparler, mais toi, t'es pas du tout là-dedans. C'est vrai que quand je t'en ai parlé, parce que les gens aiment bien les codes promo et tout ça, et c'est vrai que ça aide pour le porte-monnaie quand les Oui, gens vraiment veulent découvrir des en ce choses moment. en ce moment. Voilà. Donc mille merci Kevin, et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que la conférence vous a plu, et je te donne le mot de la fin, Kevin.
Ah ben, on a déjà bien parlé, mais voilà, prenez soin de vous. L'amincissement, la santé, la qualité de la peau, la féminité, eh bien, ça s'apprend. On évolue. Ce qui marchait avant, c'est pas forcément ce qui va vous aider plus tard, mais du coup, apprenez, essayez, ressentez et vous verrez que vous allez trouver votre recette pour aller mieux et atteindre vos objectifs. À bientôt les amis, on vous embrasse fort. Sur le campus, il y a cette intention de réunir des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, des aînés. Moi, ça me touche et ça me rappelle un livre de quelqu'un qui s'appelle Christiane Singer. Merci pour votre soutien et rendez-vous pour plus d'informations sur notre site domainearc-en-ciel.fr.